raison de la journée mondiale de sensibilisation organisée ce jour-là. On va prendre un petit peu d'avance, nous, pour vous parler de ce handicap qui touche une personne sur 150 dans le monde. C'est beaucoup, ça fait 400 000 en France, et autant de familles désemparées par le manque de prise en charge de leurs proches. Alors heureusement, certaines associations œuvrent pour alléger le poids qui pèse sur toutes ces familles. C'est le cas de Sésame Autisme Rhône-Alpes, dont nous accueillons la vice-présidente aujourd'hui. Bonjour Annick Tabet. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Petite précision concernant cette, alors je ne sais pas si on dit affection, trouble. On a longtemps parlé de maladie. C'est vrai que c'était une maladie entre guillemets qui relevait ou de la psychiatrie ou de la psychanalyse. Moi je me souviens dans ma jeunesse, on parlait beaucoup de Bruno Bettelheim qui avait une théorie sur la question qui depuis est devenu quelqu'un d'assez controversé. C'est une hypothèse sur laquelle on est revenu. Est-ce qu'on connaît mieux aujourd'hui les mécanismes de l'autisme ? Oui. Bien sûr, on connaît beaucoup mieux aujourd'hui les mécanismes de l'autisme, d'abord parce que les progrès de l'imagerie cérébrale sont là pour nous introduire à l'intérieur des mécanismes du cerveau, et puis l'accompagnement des personnes avec autisme qui a commencé dans les années 60 d'une façon spécifique avec l'apparition de ces mouvements dont je suis un petit peu la porte-parole, puisque notre association de famille a été créée dans les années 63 en région parisienne et puis dans les années 70-80 à Lyon et dans toute la France, et nous avons spécifiquement accompagné ces personnes. Du coup, en les accompagnant au quotidien, nous avons mieux compris comment elles fonctionnent, quelles sont leurs pathologies essentielles, comment les troubles s'installent et peuvent être améliorés grâce à des techniques d'accompagnement. Donc, pour nous résumer, on connaît beaucoup mieux aujourd'hui l'autisme, c'est pas pour autant qu'on a toutes les clés pour y faire face. Justement, qu'en pense le corps médical, notamment sur les causes ? Alors, les causes, elles sont, on a l'habitude de dire, multifactorielles. C'est-à-dire qu'on parle aujourd'hui de troubles du spectre de l'autisme, qui est, et ça tout le monde s'accorde à le dire aujourd'hui, un trouble du neurodéveloppement cérébral qui va avoir des manifestations extrêmement diverses, extrêmement hétérogènes. Ces troubles s'accompagnent souvent malheureusement de comorbidités, c'est-à-dire d'autres pathologies. Une pathologie qui, hélas, revient beaucoup avec l'autisme, dans une proportion qui est dans les 30%, c'est l'épilepsie, par exemple. Vous avez aussi des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation, des troubles de l'anxiété qui sont un peu majeurs dans les troubles autistiques. Donc qui rend la vie très difficile. Quels sont les effets, j'allais dire, les plus visibles et ceux avec lesquels les familles vivent le plus difficilement ? Alors, les effets les plus visibles et les plus douloureux pour les familles, c'est pour un certain nombre de personnes avec autisme l'absence de langage. L'absence de langage verbal et donc de communication. Donc de communication, et ça pour une famille, pour une maman, pour un papa, c'est extrêmement douloureux de ne pas entendre le son de la voix de son enfant. Et puis, comme je le disais, c'est extrêmement hétérogène dans l'intensité et dans la nature des troubles. Vous avez dans le spectre autistique des personnes qui sont sans déficience intellectuelle et qui ont même des capacités cognitives extraordinaires et qui vont pouvoir, malgré un développement irrégulier et inégal, qui vont pouvoir avoir une vie presque ordinaire. Et aujourd'hui, bon nombre de ces personnes nous témoignent à nos côtés et nous montrent que oui, les personnes avec autisme ont tout à fait la capacité de vivre avec nous et de nous apporter beaucoup. Oui, le diagnostic n'est pas évident à faire, j'imagine. Non, le diagnostic... Parce que ça ne se voit pas, oui. Ça se découvre assez tard. Absolument. Alors aujourd'hui, on a fait énormément de progrès et on prône un diagnostic précoce. Nous avons des équipes en France qui sont habilitées à repérer les troubles. On a les moyens aujourd'hui de le faire, et à partir de 2 ans, on peut donner un diagnostic à peu près fiable. Et c'est très important de diagnostiquer très précocement parce que toutes les interventions précoces que nous allons pouvoir faire vont reconfigurer en partie le fonctionnement du cerveau de l'enfant
eu égard à la plasticité cérébrale que nous connaissons aujourd'hui. Oui. Et c'est extrêmement important. On va dire qu'il y a une large palette d'effets et de degrés de gravité, si je puis dire. Oui, c'est ce que je vous disais. Nous avons une grande césure dans ces troubles, c'est-à-dire les enfants qui vont ne pas avoir de déficience intellectuelle. On pensait jusqu'à présent que les personnes qui ne s'exprimaient pas et qui restaient un petit peu à l'écart de la communication sociale étaient des personnes qui n'avaient pas la capacité de penser. On est aujourd'hui complètement revenu sur cette histoire-là, parce que même les gens sans langage et sans expression, disons, sur un mode ordinaire, révèlent des capacités cognitives insoupçonnées. Alors tout ça, on l'a dit, la vie difficile. On va voir un petit exemple avec un extrait d'un documentaire justement qui a été réalisé sur les personnes autistes. Et là, on va dans la famille de Samuel, je crois qu'il a à peu près 18 ans, jeune garçon. Regardez. Je connais bien Samuel. Samuel, 17 ans, paraît ici calme avec sa maman, mais ce sont de brefs instants. Le plus souvent, il court, il s'agite. Samuel est porteur du syndrome de Rett-Penning. Il est atteint d'un déficit intellectuel et de troubles du spectre autistique, mais c'est surtout son hyperactivité qui est le plus difficile à gérer. La plus grosse gêne dans le quotidien, c'est cette hyperactivité. Parce qu'on pense qu'il a un potentiel au niveau compréhension, mais qui est inhibé à cause de cette hyperactivité. Parce qu'on voit bien que l'iPad, il fait des choses, c'est... Même une fois, j'ai mis des mots, alors qu'il n'y parle rien, j'ai mis 3 dessins et un mot, il a mis le mot au bon dessin. Donc je me dis, ça se trouve, il a des compétences qu'on ignore. La semaine, Samuel est interne dans un institut médico-éducatif à Génilac dans la Loire, spécialisé dans l'accueil d'enfants. Depuis 3 ans, ses parents recherchent une structure pour adolescents. À la maison, ils se sont adaptés à leur fils. Voilà, c'est l'extrait d'un reportage d'Elisabeth Fillier de France 3. Vous connaissez ce cas, on le voit, il y a des possibilités, il y a de l'espoir. En revanche, côté structure, qu'est-ce que les pouvoirs publics ont mis en place? Est-ce qu'il n'y a pas un grand vide finalement pour accueillir ces personnes-là, les aider, les suivre? Alors les pouvoirs publics ont en effet consacré des plans, dits plans autisme, depuis plusieurs années. Le dernier plan autisme en date, 2013-2017, va s'achever là, et nous allons demander, nous les associations de parents, un 4e plan autisme. Le 3e plan autisme a été vraiment intéressant. Il a porté sur l'enfance et le développement des structures pour les enfants, le diagnostic précoce, la formation des professionnels, etc. Et il a beaucoup négligé les adultes. Aujourd'hui, si je puis dire, malgré tous les efforts financiers et les efforts de meilleure connaissance que je vous citais tout à l'heure, la situation des adultes est catastrophique en France. Parce que nous manquons terriblement de structures variées, et de structures souples, et de structures diversifiées. Et qui soient adaptées justement à ces troubles particuliers. Voilà, ça n'est plus du tout ou rien, on ne va pas passer sa vie en institution. Et malheureusement, un garçon comme Samuel, dont la dépendance, hélas, est assez grande, lui, il aura besoin tout au long de sa vie d'un accompagnement en structure médico-sociale. Et c'est ce genre de place qui manque aujourd'hui cruellement. Et c'est ce que vous essayez de mettre en place. Vous, votre association a été retenue, c'est en 2014 par le Conseil général du Rhône et l'Agence régionale de santé Rhône-Alpes pour créer et assurer justement la gestion d'un foyer d'accueil médicalisé destiné à ces personnes autistes. Ça s'appelle le Carré Sésame, il est situé à Lyon. Il est ouvert aujourd'hui, il commence à fonctionner. Alors il est ouvert en partie pour 20 places aujourd'hui dans des locaux provisoires et le bâtiment qui va accueillir les 40 personnes au milieu d'un groupe d'immeubles à caractère ordinaire, va nous être livré fin septembre, début octobre. Et là, nous pourrons accueillir 40 personnes qui seront réparties dans des petites unités de 8 personnes au sein de la ville ordinaire, tout près des commerces, tout près des transports en commun. Et nous espérons que ces 40 personnes pourront y vivre une vie à leur niveau, à leurs moyens, au sein de toute la population et qu'elles y seront bien accueillies. Alors, je parlais d'un documentaire qui a été réalisé sur l'autisme. On va voir quelques images, voir tous ces enfants, ces jeunes qui qui manquent de structure, comme vous le dites. Alors ça, c'est une structure qui est à Génilac, c'est ça? C'est une structure qui est à Génilac pour des
les enfants entre 4 ans et 14 ans. Et aujourd'hui, on développe des outils, grâce aux tablettes et aux outils informatiques divers, on a des moyens bien plus performants pour faire que ces enfants puissent s'exprimer. Même s'ils sont non-verbaux, ils peuvent appuyer sur leur petite tablette et dire « je veux un yaourt, je veux sortir ». Donc on ouvre la Et tout communication. à coup, ils prennent conscience qu'ils sont en capacité de communiquer. Quelles sont les conditions pour y entrer justement? Alors, les conditions pour y entrer, il faut avoir une orientation qui est donnée par la Maison du handicap, à Lyon, et donc les familles déposent un dossier et puis une équipe pluridisciplinaire va étudier le cas de l'enfant avec les certificats médicaux, avec les certificats, avec les compétences de l'éducation nationale. Enfin, à chaque enfant, on préconisera une solution, et pour les enfants les plus en difficulté, ce sera par exemple un IME, où ils passeront une certaine étape de leur enfance, de leur adolescence. Un IME, c'est? Institut médico-éducatif. D'accord. Dernière question rapidement. On peut dire qu'il existe un espoir d'amélioration de leur situation, justement, de par la découverte précoce de ces troubles? Oui, nous sommes très attentifs à tout ce qui se met en place dans la petite enfance. Donc le diagnostic précoce, les interventions précoces, les interventions pluridisciplinaires, et puis une meilleure connaissance en général, une meilleure acceptation aussi des troubles de l'autisme. On a dépassé les clichés, on ne dit plus c'est un enfant dans sa bulle, c'est une personne qui ne parle pas, c'est une personne qui ne comprend rien, qui ne veut pas communiquer. On sait aujourd'hui qu'en leur donnant la possibilité de communiquer, ils vont pouvoir communiquer. Et ils seront avec nous comme tout un chacun. Écoutez, on va terminer sur ce message d'espoir en se disant que si les financements arrivent, eh ben, tout le monde sera content. Absolument. Merci beaucoup Merci à vous. Annick Tabet. Quand le théâtre